Merci, Monsieur Janté. Vous avez quasiment épuisé votre temps de parole. Du moins sur la première question que je vais maintenant soumettre à vous-même, mais aux trois autres personnes qui vont essayer de s'exprimer aussi. Et je leur en poserai trois autres auxquelles vous répondrez aussi à tour de rôle tous les quatre si vous voulez bien. Alors, j'avais rédigé une question d'introduction un petit peu plus longue, mais que je raccourcis parce que vous avez très clairement exposé la stratégie Nouvelle Ère. J'étais parti des conventions que vous aviez signées dans le domaine du fret avec l'État, avec l'ADEME plutôt, il y a quelques années, et plus récemment avec l'État pour pallier les conséquences lourdes de la grève actuelle, et qui faisait particulièrement souffrir le fret ferroviaire en particulier. Bon, et donc je prenais ça comme exemple pour dire est-ce que ce type de démarche s'inscrit, type de démarche finalement active, proactive, s'inscrit au-delà des problématiques conjoncturelles dans la stratégie de Nouvelle Ère. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme premiers enseignements? Et puis globalement, et là je m'adresse à vos voisins, cette stratégie, je suppose qu'elle va avoir des partenaires, parce que sans partenaires, on peut rien faire. Quelles doivent-elles être? Vous avez cité les régions. Et quelles sont les voies, non seulement pour vous, mais pour eux, à qui je vais donner tout de suite la parole, et par exemple à notre député, qui est par ailleurs pilote de ligne. Alors, je ne sais pas s'il va nous... Parce que vous êtes quand même deux à être concernés par le ferroviaire. Vous, rétroactivement, vous plus récemment, et Patrick Janté, qui, je le rappelle, a été directeur général délégué d'ADP, sauf erreur. Bon, donc, comment la modernisation du réseau ferroviaire, en clair, en quoi doit-elle consister? Monsieur le député Djebari. D'abord, bonjour à tous. Moi, je suis très impressionné d'être parmi tous ces experts du ferroviaire qui m'ont précédé. Peut-être que je vais répondre en disant que le premier des partenaires, je vais faire une réponse non libérale, puisque je vais vous dire que le premier des partenaires, c'est l'État. Puisque nous sommes, en tout cas dans la réforme qui nous anime, nous avions à cœur à la fois de rétablir la santé financière de SNCF Réseau, d'assurer la prévisibilité de ses ressources, et puis d'assurer la desserte réseau structurant du territoire. Le premier partenaire, c'est l'État, parce que vous l'avez dit, vendredi, le Premier ministre annoncera certaines mesures qui visent à la fois à désendetter substantiellement SNCF Réseau à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle structure juridique, donc la Société nationale à capitaux publics, qui aujourd'hui, on le sait tous, est endettée à hauteur de 46 milliards d'euros, qui, selon des règles juridiques, ne pourrait pas s'endetter en gros au-delà de 10 milliards d'euros. Donc on voit bien que la masse de dette à reprendre est assez majeure. Puis par ailleurs, au-delà de la dette à reprendre, il y a effectivement tout le travail de productivité à faire, de manière à ce que, à compter de 2022, et c'est l'engagement politique, SNCF Réseau puisse payer ses investissements, son développement, sans continuer à s'endetter, avec une perspective d'être à l'équilibre économique cette fois aux environs 2026-2027, si on fait quelques calculs. Donc le partenaire, c'est l'État, pour acter quelque part une forte confiance dans SNCF Réseau et lui donner les moyens de son autonomie financière. C'est aussi, et c'est un sujet assez complexe finalement, et nous avons eu de longues discussions pendant l'examen du projet de loi, c'est aussi trouver un moyen d'assurer les ressources de SNCF Réseau en prenant en compte deux logiques qui sont un peu différenciées. Et quand vous parlez à Bercy, Bercy a une logique purement budgétaire, dit SNCF Réseau a des péages, donc pour éviter de creuser la dette qui, in fine, on soutient, nous allons augmenter le prix des péages au détriment finalement de la soutenabilité des opérateurs qui viennent sur le réseau et in fine au détriment de la qualité de service, parce qu'évidemment tout ça se retrouve à la fin à la fois dans le prix du billet des usagers et dans la dégradation de qualité de service. Donc logique budgétaire d'un côté, et puis on pourrait avoir la logique inverse, se dire finalement soyons très attractifs, baissons beaucoup le prix des péages au détriment de la stabilité des ressources de SNCF Réseau, mais nous ferons venir du trafic, donc SNCF Réseau dans le temps pourra se refaire. Et donc, au milieu de tout ça, nous avons essayé de construire un système, d'ailleurs en donnant un rôle très accru à l'ARAFER dans la tarification pluriannuelle, dans le fait d'établir des ressources qui soient à la fois pérennes pour SNCF Réseau, qui prennent en compte la complexité du réseau actuel. Et quand on regarde un petit peu, par exemple, le réseau TGV, vous apercevez que sur les 1400 liaisons quotidiennes du TGV, vous avez environ
un tiers des liaisons qui se font sur du réseau classique. Donc tout ça doit être évidemment pris en compte dans le schéma pour SNCF Réseau que nous souhaitons. Et ce que nous avons peut-être voulu faire, alors Patrick l'a très bien expliqué sur la modernisation technique, sur le besoin d'investissement, et c'était le premier point, mais ce que nous avons voulu faire, c'est quelque part, au travers de cette nouvelle gouvernance, c'est assurer l'autonomie des SNCF Réseau, l'autonomie dans la décision, l'autonomie dans l'organisation, l'autonomie juridique, en nous prémunissant par exemple de certains conflits d'intérêts, en rénovant la gouvernance interne du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de SNCF Réseau. Nous avons voulu voilà, à la fois donner la garantie aux acteurs du marché que SNCF Réseau, à l'avenir, sera encore plus un acteur équitable et non discriminatoire à l'égard des opérateurs, des entreprises ferroviaires qui viendraient opérer sur le réseau. Et nous avons voulu lui donner les garanties de son autonomie financière et de sa capacité de développement. Voilà en gros les deux thèmes sur lesquels nous avons travaillé ardemment avec Patrick, que j'avais d'ailleurs rencontré dans ma vie précédente quand il était chez ADP. Donc voilà, finalement, voilà. La vie est une grande continuité. Vous n'avez pas fait de grève des pilotes, vous, à un moment de votre carrière? Pas fait de grève de pilote? Vous n'avez pas Non, non, moi je suis je suis un gréviste indiscipliné. J'ai toujours observé ça avec beaucoup d'attention, mais je n'ai jamais été Alors, croyant non pratiquant. Je pose la même question à notre second élu, qui là représente les régions, Michel Neugnot, mais qui est par ailleurs vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, comme chacun le sait. Alors donc sur ces deux points, c'est-à-dire quel partenariat dans le cadre de cette réforme que vient de présenter Patrick Jeantet, et quelle analyse en faites-vous sur les priorités de la modernisation du réseau ferroviaire, une priorité indispensable? Bien, je pense que Patrick Jeantet l'a bien dit, hein, il faut rentrer dans une nouvelle ère. Hein, c'est les propos qui ont été pris parce que les régions avaient un peu trop l'habitude d'arriver en dernière position, de ne pas être concernées et d'être un peu prises en otage entre des usagers, des clients et l'organisation SNCF. Je dis l'organisation SNCF parce que on tape beaucoup dessus, mais il y a eu quand même, au fil du temps, un certain nombre d'évolutions, et la crise que nous vivons actuellement doit permettre effectivement de passer d'une conception à une autre, en faisant en sorte que l'ensemble des acteurs soient associés. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. On a aussi, profitant de cette crise actuelle, la nécessité de bien faire comprendre à nos concitoyens le système ferroviaire, son rôle, parce qu'on est vraiment dans une démarche où les symboles l'emportent parfois beaucoup trop sur la réalité. Et notamment toutes les problématiques que l'on connaît au quotidien pour les régions, de répondre aux demandes parfois contradictoires de nos compatriotes. Et je crois que le fait de remettre l'usage du train et le service qu'il apporte au cœur de la problématique est essentiel. Essentiel déjà pour le débat démocratique et pour être compris, parce que la difficulté, c'est qu'on est très schizophrène entre ceux qui veulent aller vite, donc ne pas s'arrêter, et ceux qui veulent des dessertes de proximité de plus en plus nombreuses. Il y a un arbitrage à faire et qui est difficilement explicable si on ne rentre pas dans la complexité d'un système de mobilité. Ce qui a changé aussi du côté des usagers, et on le voit bien à travers cette grève, ils ont d'autres solutions alternatives. Et je crois que les solutions alternatives qui se mettent en place actuellement, qui sont aussi incitées par la SNCF, notamment le covoiturage. On voit bien, mais attention, il n'y a plus de train, mais on met des cars, on fait ce que l'on peut, mais il y a aussi le covoiturage. Il va y avoir une très grande difficulté à reconquérir ces clients qui sont partis ailleurs. Je le dis aussi pour le fret, puisque vous avez abordé aussi le sujet du fret, qui est un sujet essentiel, et on voit bien les dégâts que cela donne au niveau de l'industrie. On en parle beaucoup moins, mais il y a une réalité forte. Je pense notamment à notre collègue de Centre-Val de Loire, où effectivement sur les céréales, où les silos
n'ont pas été déstockés, la récolte va arriver, donc il va y avoir d'énormes difficultés. Je sais qu'il est très en prise avec la profession sur ce sujet, mais Patrick Jeantet connaît le sujet. Donc nous, ce que nous demandons, c'est qu'effectivement, quand on finance des investissements, parce que la part, c'est à environ 1,7 milliard apporté par les régions, globalement, sous forme diverses et variées. Il y a le matériel aussi, il y a les travaux dans les gares, mais au système, 1,7 milliard au niveau du système ferroviaire. Eh bien, on aimerait que les régions soient associées dès le départ, et c'est la volonté qui est prise. Ce que nous avons demandé au Premier ministre et à la ministre, quand nous les avons rencontrés dernièrement avec le président de Région de Forêt, Hervé Morin, c'est que l'on ait un état des lieux des lignes, région par région, un état des lieux aujourd'hui, mais aussi un état des lieux prédictif, parce qu'il y a énormément de savoir-faire au niveau de SNCF Réseau, et on peut avoir un état un peu prédictif en fonction du trafic, en fonction de l'état actuel, sur 20 ans, pour qu'effectivement, on arrête de faire des contrats de plan où on fait ça sur un coin de table pour donner satisfaction avant une élection à telle ou telle partie du territoire. On essaie d'équilibrer, mais il n'y a aucune réalité qui est prise en compte. Moi, j'ai un exemple très précis en région Bourgogne-Franche-Comté, où, alors c'était avant qu'on parle de la loi et tout, puisque c'était il y a 1 an et demi, hein, j'avais demandé à SNCF Réseau et SNCF Mobilité de me dire quelles étaient les raisons de perturbation sur le réseau ou de temps qui s'allongeait, et de voir si ce que l'on mettait, ce qui était prévu dans le contrat de plan, permettait de corriger cela. On a pris opération par opération. Une opération qui était à l'auteur de 20 millions d'euros, qui n'amenait comme satisfaction immédiate pour l'usager qui circule, qui amenait s'il y avait un incident sur 3 trains par jour, cela permettait de gagner 3 minutes au moment de la remise en œuvre du plan de transport après un tel incident. Donc on voit bien que là, mettre des perturbations, mettre des contraintes le temps des travaux, parce qu'effectivement, Patrick Jeantet l'a dit clairement, il y a toujours des contraintes. Mettre des contraintes sans avoir un retour sur investissement immédiat, c'est une hérésie. Et je pense que le travail qui est à faire maintenant, c'est effectivement celui-ci, c'est d'avoir un état des lieux, de se mettre en prospective et de travailler, c'est une recommandation du COI, et de travailler à 20 ans sur un plan stratégique par région d'investissement, et là, de traiter ce plan-là en toute responsabilité. Avec une nécessité, c'est d'associer les territoires à cela. Parce que la grande difficulté, on souhaite que ce soit le scénario 2+, qui soit retenu en matière d'investissement, c'était le souhait du COI. Apparemment, la ministre, le Premier ministre nous a dit, quand on les a rencontrés, que ce serait plutôt le scénario qui serait retenu. Ça veut dire beaucoup plus de travaux. Beaucoup plus de travaux, ça veut dire plus de perturbations. Donc, il y a nécessité d'avoir un dialogue avec les élus des territoires, avec nos concitoyens, pour expliquer qu'on veut faire plus pour le train, mais les gens au quotidien vont être emmerdés pendant un certain temps, le temps que cela arrive. Et je crois que c'est un défi démocratique qu'il faut savoir aborder. Et si on ne le fait pas, eh bien, ça va être très difficile de remonter, parce que la concurrence qui existe, qui est la plus forte, c'est celle qui existe entre les modes intermodaux, et c'est aussi la concurrence entre les opérateurs, entre l'opérateur historique et les régions, sur un certain nombre de dessertes qu'ils font en commun. Donc on est dans un monde très ouvert, où l'usager zappe d'un mode à un autre, et où effectivement la frontière, parfois, sur certains usages, est très tenue. Et ça peut basculer en défaveur du train très rapidement. Ce que l'on souhaite aussi, c'est que si on veut éviter une politique malthusienne de la part des régions, parce que je rappelle que
l'État nous donne aussi des contraintes en matière de dépenses publiques, c'est-à-dire en budget de fonctionnement. On ne doit pas dépasser 1,2% par an. Il faut savoir que tout le TER, c'est de la dépense de fonctionnement. Donc, vous voyez la complexité du dispositif pour les régions. Donc là, aussi, sur ce point, il faut qu'il y ait un minimum de compréhension entre nous et de co-construction en y associant au maximum les élus locaux et les usagers. Mais je crois que la loi LOM va donner un certain nombre de perspectives. On peut regretter, je pense que tout le monde le regrette, qu'on n'ait pas eu la loi LOM en premier, qui expliquait l'ensemble plutôt la LOM, parce qu'il y a la LOM qui aurait expliqué l'ensemble de la donne, qui aurait fixé la donne en ce qui concerne les investissements et qui aurait permis peut-être vis-à-vis de l'opinion d'avoir une plus grande clarté sur les intentions de la transformation en cours. Parfait. Claude Fauché, vous, l'intermodalité, vous la connaissez parfaitement. Vous avez dirigé plusieurs départements. Maintenant, à l'UTP, dans le cadre des réunions que vous avez avec Patrick Jeantet, d'ailleurs, ou ses représentants, puisque SNCF Réseau est membre de l'UTP. Donc, dans cette mesure-là, quelle est votre analyse à vous de ces deux questions, de l'urgence de modernisation du réseau ferroviaire et des partenaires qui doivent s'y associer? Oui, y être associés. Bonjour à tous. Donc je rappelle effectivement, comme cela a été dit, que SNCF Réseau, comme les autres gestionnaires d'infrastructures, l'ISEA, Eurotunnel, est membre de l'UTP au même titre que les entreprises ferroviaires. Et il a été rappelé par différents intervenants ici, tout d'abord la complexité du système ferroviaire et l'interdépendance des actions des uns et des autres. Et on est sur un système ferroviaire qui est circulé en France par des trains de fret, par des trains de voyageurs TER, TET, voire TGV, y compris sur le réseau traditionnel, ce qui ne va pas sans difficulté au quotidien, comme cela a été rappelé. Et deuxièmement, le système ferroviaire est un système au temps long. Donc clairement, cela a été dit, les incidences en termes d'investissement comme sur le plan fonctionnel sont des incidences qui sont durables. Et c'est un système technologique complexe qui, je dirais, fait face au défi de la digitalisation, comme cela a été dit, qui est porteur d'évolutions extrêmement intéressantes à la fois d'un point de vue technique comme d'un point de vue économique, mais qui suppose une transformation radicale du système. Donc on est à un moment clé de l'évolution du système ferroviaire et la réforme actuelle, qui fait suite à celle de 2014, accompagne finalement cette transformation. Et passer d'un système monopolistique dans lequel nous étions et où un acteur qui était la SNCF gérait tout et avait réponse à tout, à un système avec une pluralité d'acteurs, le réseau, les entreprises ferroviaires, de voyageurs de fret, les demandeurs de capacité autorisée, qu'il s'agisse des régions, qu'il s'agisse des chargeurs, est un système et d'une transformation assez importante et radicale du système qui, je dirais, induit quelques coups de frottement comme on le voit aujourd'hui. Alors cette réforme aujourd'hui s'inscrit en continuité de celle de 2014 et au niveau de l'UTP, en fait, je rappelle que dès 2012, avec à l'époque RFF, avait été mis en place un dispositif de concertation opérationnelle des acteurs du système pour élaborer des règles de bonne pratique. Et ce dispositif a été consolidé dans la loi de 2014 à travers le COOPER, le comité opérationnel du réseau, qui associe les gestionnaires d'infrastructures, et je parle bien au pluriel, alors si SNCF Réseau a une place primordiale au sein du COOPER, et c'est d'ailleurs Patrick qui le préside, il y a à ses côtés aujourd'hui Gares et Connexions, mais aussi l'ISEA, le gestionnaire donc, de l'infrastructure sud-est atlantique, ainsi que les gestionnaires des infrastructures portuaires, parce que notamment dans le domaine du fret, les infrastructures portuaires ont un rôle important dans la construction du système ferroviaire. Les entreprises ferroviaires de fret et de voyageurs, et là aussi je parle au pluriel, parce que nous avons aujourd'hui une pluralité d'entreprises. Alors dans le fret,
de manière importante. Dans le voyageur, cela commence. On peut parler de Tello. Il y a également les filiales de SNCF telles Thalys et Eurostar. Et il y aura demain toutes les entreprises qui opéreront des services ferroviaires sous obligation de service public, TER ou TET, mis en concurrence par les régions ou l'État et qui ne seraient plus opérés par SNCF. Et d'autre part, des entreprises de fret qui peuvent également, privées, qui peuvent également se développer. Et il y a enfin les autres demandeurs de capacité autorisée, c'est-à-dire les régions, qui peuvent elles-mêmes acheter, réserver des sillons, les régions et le STIF, Île-de-France Mobilité, l'État, qui est un demandeur de capacité via les TET qui lui restent, et sans oublier les opérateurs de transport combiné et les chargeurs. Et donc ce comité des opérateurs de réseau fonctionne maintenant depuis 2014, a produit un certain nombre de textes, ce qu'on appelle la charte du réseau, a travaillé notamment sur les questions de priorisation des sillons et des circulations, sur la programmation amont des travaux de la capacité, sur des questions de compatibilité du matériel roulant avec l'infrastructure, sur et notamment, je dirais, ce qui a été mis en place là par SNCF avec un guichet ouvert 24 heures sur 24, je dirais, n'est que l'amplification des dispositions qui avaient été prévues par le COOPER, qui prévoit notamment un rendez-vous hebdomadaire de traitement des difficultés rencontrées. Et clairement, je dois dire, je dirais, ce n'est pas peut-être ce qu'il faut retenir de l'histoire, mais il se trouve qu'il y a eu des conflits sociaux en 2016 et il y en a aujourd'hui. Mais très clairement, par exemple, en 2016, le taux de circulation des trains de fret avait été amélioré par rapport à ce qui s'était passé 2 ans plus tôt, lors du conflit de 2014, du fait de cette coordination. Et je crois que le sens de l'histoire, et cela a été un petit peu dit, mais c'est clairement qu'on passe d'un système où les utilisateurs du réseau, qui étaient considérés comme des usagers, quelque part obligés par les règles du réseau, deviennent des clients, et que la demande des clients, qu'il s'agisse des entreprises de fret, de voyageurs, des régions, des chargeurs, est aujourd'hui entendue et fait l'objet d'un dialogue. Et il faut reconnaître, je dirais, que Patrick Jeantet a développé la stratégie qui avait été engagée de transformation de réseau pour que réseau devienne, par sa stratégie industrielle, une entreprise à même de répondre aux besoins de ses clients, besoins au pluriel, puisque là encore, la diversité des clients amène une diversité des besoins, cela a été dit. Et Michel a insisté, Neugnot a insisté sur la problématique des arbitrages, mais là encore, dans un système complexe, multi-acteurs, il est important de pouvoir rendre compte des arbitrages. On parle parfois même de la transparence des codes sources. On le voit sur Parcoursup, mais c'est extrêmement important aujourd'hui, et ce le sera encore plus demain, que réseau, dans une logique d'égalité d'accès et d'équité entre les différents utilisateurs de ce réseau, puisse agir en transparence et en équité vis-à-vis de l'ensemble des utilisateurs. Et au niveau de l'UTP, et je redis bien avec, tout en ayant comme membres nos gestionnaires d'infrastructures, réseau, Eurotunnel, ICA, nous travaillons à construire, à favoriser ce dialogue dans le souci de la performance et de la performance collective. Il ne peut y avoir de performance des entreprises ferroviaires s'il n'y a pas une performance du réseau à la base, mais il ne peut y avoir de performance du réseau s'il n'y a pas une performance des entreprises ferroviaires au service des clients finaux que sont les voyageurs ou les chargeurs. Voilà moi ce que je pouvais dire au niveau de l'UTP. Et dernier petit point, puisque l'UTP est en charge notamment de la négociation de la convention collective ferroviaire, Patrick Jeantet a souligné l'importance d'améliorer la rentabilité et la productivité des actifs. Je rajouterai que parmi nos devoirs figure celle d'améliorer aussi la productivité des salariés de la branche ferroviaire. Mais ça, c'est un autre débat et c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis de longues années, où nous allons continuer à travailler pendant de nombreuses années. Bon, on va peut-être pas aller au-delà sur ce débat effectivement essentiel. Patrick Jeantet, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on passe à la question 2,
sans que vous réagissiez forcément à ce qui a été dit. Sur Vous cette êtes le première maître de question. cérémonie. Voilà, et vous aurez largement l'occasion, évidemment. D'ailleurs, à la limite, je vais vous repasser la parole tout de suite, justement, dans la foulée, non pas sur cette question-là et sur ce qui vient d'être dit, mais sur la seconde question.